Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Maïf Social Club. On a organisé à l'automne dernier, l'automne 2018, toute une programmation durant 3 mois sur les mobilités. Et là, depuis fin janvier et jusqu'à mi-avril, on parle d'habitat. C'est donc en toute logique qu'on a répondu avec un grand oui à la demande de l'Institut pour la ville en mouvement d'organiser toute la journée ici un temps de réflexion sur les hyperlieux mobiles et qu'on est absolument ravis ce soir de vous avoir ici à nouveau. Je voulais juste vous préciser que l'exposition est ouverte, visible. Fiona Meadows à mes côtés est la commissaire d'exposition, elle parlera tout à l'heure. Donc l'exposition dans les branches, une cabane habitée qui est juste ici est ouverte et visible. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil pour ceux qui ne l'ont pas fait. Que notre bar sera aussi ouvert, vous pourrez y grignoter ou y boire un verre tout à l'heure. Que nous accueillons une prochaine conférence sur l'architecture démocratique avec l'Institut suédois, notre partenaire, mercredi prochain. Peut-on inclure les citoyens dans des process de réflexion architecturale qui les concernent? Et voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée et je laisse la parole à Mireille Appel-Muller, directrice de l'Institut pour la ville en mouvement, qui va à la fois introduire la soirée et puis toutes les intervenantes et intervenants que je remercie évidemment de leur présence. Merci à tous. Merci beaucoup Chloé, merci au Maïs Social Club, qui est un endroit absolument exceptionnel parce que c'est un endroit où passent énormément de gens, des plus jeunes aux plus âgés, de tout milieu, avec une vitalité et une pléthore d'activités. On est très fiers et très honorés d'avoir été reçus par le Maïs Social Club. Je voudrais aussi saluer ceux qui nous regardent de loin, puisque cette soirée est diffusée sur Facebook, que nos amis d'Amérique latine, de Chine, d'Afrique, qui ont participé, d'Espagne, qui ont participé à ce projet, qui n'ont pas pu se déplacer pour la journée Hyperlieu Mobile qui se déroulait aujourd'hui au Maïs Social Club, se sont branchés sur Facebook pour participer de loin à cette réunion. Salutations aussi aux étudiants de l'Université technique de Eindhoven qui se sont branchés sur le site pour suivre cette rencontre. On essaiera de parler pas trop vite pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec la langue française. Des étudiants de l'Université technologique d'Eindhoven qui ont démarré aujourd'hui des ateliers de réflexion sur Smart City et hyperlieux mobile. Donc merci à tous. Nous arrivons ce soir à un moment clé d'une journée que nous avons passée dans ce lieu à réfléchir sur une idée, un concept qui paraissait un peu étrange. Certains ont dit c'est un oxymore, on ne peut pas être un lieu et être mobile en même temps. On parle de mobilité de véhicules autonomes, quel rapport avec l'habitat? Le thème de cette soirée, c'est bien habiter le mouvement. Alors, je voudrais juste m'adresser un peu à la salle et demander qui n'était pas là dans la journée et donc qui va découvrir ce thème ce soir. Voilà. Sylvain était là. Et donc, dans ce cas, et si le réalisateur en est d'accord, je vous propose de démarrer non pas par la présentation des différents points de vue, mais je vais quand même présenter les invités, mais par le film qui a introduit notre journée, qui était un petit peu provocateur, mais qui va vous immerger dans les sujets que nous avons discutés tout au long de la journée et qui pose d'une certaine manière cette question d'habiter le mouvement. Juste avant de démarrer le film, je vous présente les 4 personnes qui sont là. Je présenterai plus en détail leur personnalité, leur profil. On a une composition de table qui est étonnante, qui est comme on les aime à l'Institut pour la ville en mouvement, c'est-à-dire des gens extrêmement différents, qui ont des choses à nous dire, qui apparemment n'ont pas grand-chose à voir, mais vous allez voir qu'au fond, il y a énormément de choses en commun. Donc Fiona, que présentait Chloé tout à l'heure, Fiona Meadows, qui est commissaire de l'exposition qui se tient en ce moment au Maïs Social Club, Habiter dans les branches, sur l'habitat, dont on parlera tout à l'heure, mais qui va nous parler d'autres choses aussi, de toutes ces préoccupations qu'elle développe depuis une vingtaine d'années sur des petites formes. On dira les Mean Mouse de Fiona Meadows. À sa gauche, Michel Lussot qui est géographe, qui nous parlera d'un livre qu'il a écrit et puis qui a été une espèce
d'agitateur d'idées dès ce matin avec nous et puis qui a proposé quelques conclusions. Il a écrit un livre publié au Seuil qui s'appelle Hyperlieux, les nouvelles géographies de la mondialisation. On en dira un petit peu plus tout à l'heure. En face de Michel, Yann Le Riche. Là, Yann Le Riche qui est riche en, en compétences, ingénieur, polytechnicien, école de commerce, et qui est le responsable Transdev, qui est un opérateur public, ou d'un opérateur de transport public et privé, mais en tout cas de transport collectif, qui nous en parlera plus, en Amérique du Nord, le pays où a priori le transport public n'est quand même pas ce qui caractérise, et qui est également en charge du véhicule autonome pour le groupe Transdev. Il a publié un ouvrage qui s'appelle Piloter le véhicule autonome au service de la ville. Ils sont deux auteurs, donc Yann Le Riche et Jean-Pierre Orfeuille, dont on parlera tout à l'heure. Et puis, plus près de moi, Carles Siop. Carles Siop est architecte, urbaniste, professeur à l'école d'architecture du Valais, c'est l'Université Polytechnique de Catalogne, et qui nous parlera d'aménager cette ville hétérogène et compliquée pour habiter aussi bien toutes les parties de la ville que le mouvement. Alors, un mot juste avant de passer le film, pour dire que l'Institut pour la ville en mouvement est un organisme qui existe depuis maintenant assez longtemps, presque une vingtaine d'années, et qui réfléchit sur les mobilités, non pas au sens du transport, mais bien au-delà, sur cette dimension culturelle, spatiale, sociale, politique, économique du mouvement dans les sociétés contemporaines, que depuis maintenant 3 ans, nous sommes partie prenante et une entité de l'Institut VDCOM, VDCOM qui est un institut de la transition énergétique, c'est-à-dire qui fait partie de ces nouveaux dispositifs créés par l'État français dans le cadre de sa politique industrielle, pour mettre en valeur aussi bien la recherche sur les grands sujets innovants que la recherche académique, universitaire, que le monde de la recherche des grandes entreprises. Donc c'est de la recherche publique, privée, sur le thème du véhicule autonome, connecté, écologique, dans un système de mobilité équitable et partagé. Voilà, donc c'est une petite présentation, on appelle ça une scène d'exposition au théâtre, et puis on commence tout de suite, si vous allez être d'accord, avec le film. On va reprendre le fil de notre discussion après ce film qui a pour objectif de faire une synthèse immersive dans toutes les questions qu'on a essayé d'évoquer tout au long de cette journée dans le programme Hyperlieu mobile de l'Institut pour la ville en mouvement, c'est-à-dire quand on parle de mobilité, c'est un sujet très d'actualité, en France en particulier, mais dans toutes les villes du monde, un peu partout. On parle de transport, on parle de déplacement, on dit c'est les modalités pour se rendre au travail, c'est les modalités pour livrer des biens. Et on s'est dit, mais au fond, la mobilité, bien au-delà de ça, c'est une culture, c'est une manière de vivre, c'est une manière de parcourir le territoire, et peut-être que même la mobilité, ça s'habite. Et c'est un peu ce qu'on a souhaité traiter aujourd'hui, en se posant la question de si demain, tel qu'on nous l'annonce, véhicule autonome, hyper connecté, qui peut donc se diriger en temps réel, recevoir des informations non seulement sur des questions de circulation, mais aussi sur des événements, sur l'organisation de la ville. Est-ce que demain, ce véhicule va pas devenir une forme d'habitat? Si je dors dans ma voiture parce que j'ai pas besoin de la conduire, est-ce que j'habite là où je dors? Est-ce que les formes d'activité qu'on a pu voir, parfois sur un mode un petit peu ironique, eh bien, c'est des manières de revisiter notre rapport au mouvement et à la mobilité. Alors, nous avons utilisé ce terme d'hyperlieu mobile tout au long de la discussion. Ce soir, on nous a dit, mais attends, un lieu, c'est fixe. Un lieu, c'est pas un véhicule. Puis on s'est dit, on va sortir de l'idée du véhicule et peut-être que le mouvement et que l'activité dans le mouvement peut faire lieu. Alors cette question d'hyper, parce que connecté avec le reste du monde, parce qu'on est ici et en même temps ailleurs, pour toute une série de raisons, que je voudrais demander à Michel Lusseau de nous aider un peu à décrypter, parce qu'on a essayé quand même de faire les choses avec un peu de sérieux scientifique, en se disant on utilise un terme, les hyperlieux mobiles.
Et d'abord, qu'est-ce qu'on entend par hyperlieu? Est-ce qu'on peut habiter les hyperlieux? Qu'est-ce que c'est ce rapport entre la petite échelle, la proximité, le véhicule, pourquoi pas, et puis la mondialisation. Alors donc, Michel est géographe, directeur de l'école urbaine de Lyon, qui s'appelle Monde urbain et Anthropocène. Auteur donc de Hyperlieux, les nouvelles géographies de la mondialisation. C'est un livre qui a 1 an, peut-être, dont on a beaucoup entendu parler, 2 ans, qui est paru au Seuil et qui nous montre comment, dans un monde de plus en plus urbanisé, connecté, et où la mobilité finalement est banale, il y a quelque chose qui est en train de se jouer, de se redessiner dans nos rapports au local et au global. Alors, je ne vais pas en dire plus parce que c'est pas moi qui en parlerai le mieux de cette question. Mais Michel, est-ce que tu penses que cette question de relier, habiter, bouger et hyperlieu fait sens? Est-ce que tu peux nous dire déjà ce que tu entends par hyperlieu? Alors, tout d'abord, je vous prie de m'excuser par anticipation, mais je vais être saisi par le démon de la mobilité et je dois prendre absolument le dernier train pour Lyon, parce que j'ai cours demain matin à Lyon à 8 heures, donc je ne resterai pas très longtemps avec vous, donc je vous prie de m'excuser par avance. Et en particulier tous ceux qui ont accepté de faire partie de la table ronde, et je ne pourrai pas discuter avec vous. Deuxièmement, oui, ça fait sens, autrement je crois que j'aurais déjà pris le train pour Lyon, et ça fait sens d'une manière tout à fait significative. On pourrait dire que habiter le mouvement, c'est simplement exister, si on reprend l'étymologie du mot exister, existere, hein, donc se tenir hors d'eux. Donc, en fait, exister est un mot qui, en lui-même, renvoie au fait que on est en mouvement, on est mobile, on est toujours en train de se placer et de se déplacer. Donc, finalement, habiter le mouvement, c'est peut-être une question qui, avant d'être une question d'actualité, est une question anthropologique. Et ça n'est pas d'aujourd'hui que cette question a du sens. On pourrait même penser que dans toute l'histoire de l'humanisation de la Terre, la problématique du mouvement et de son habitation par les êtres humains a toujours été centrale. Bon, déjà, ça ne fait jamais de mal de reprendre un peu de perspective anthropologique et historique, parce que ça évite parfois le discours sur l'absolue radicale nouveauté de tout. Non, il y a évidemment des choses très nouvelles, mais il y a aussi des constantes, et sans doute des constantes dans l'importance de la question d'habiter dans le mouvement. En fait, l'être humain ne sait pas faire autrement, y compris les pires sédentaires. Alors peut-être quelques moines absolument statiques sont-ils des exemples extrêmes d'habitation dans l'immobilité, mais finalement, ça n'est pas le cas le plus courant. Nous avons tous un besoin anthropologique de mouvement. C'est d'ailleurs ce qui faisait que François Hacher, en son temps, avait enfourché le cheval de bataille du droit à la mobilité, parce qu'il avait fait partie de ceux, avec John Hurry, avec quelques autres, qui avaient compris que, bien sûr, la mobilité changeait dans notre période contemporaine, mais elle renvoyait aussi à quelque chose. Dire cela, c'est aussi s'éviter d'avoir des jugements moraux sur le mouvement. Moi, je fais de la recherche en sciences sociales, donc j'essaye d'être analytique autant que possible et le moins moral possible. On est parfois rattrapé par sa morale, ou mieux par son éthique, mais avoir un jugement moral, c'est dire le mouvement, ça aliène. Le mouvement, c'est mal. Dans certaines conditions, oui, ça peut aliéner. Dans certaines conditions, oui, ça a des conséquences, notamment des conséquences environnementales qui sont très importantes, mais on ne va pas moraliser le mouvement ou l'absence de mouvement, parce qu'autrement, ça veut dire qu'on moralise la sédentarité et qu'on donne, par exemple, dans certaines idéologies politiques, une prime à la sédentarité. Alors à ce moment-là, on voit ce que ça donne immédiatement en termes politiques. D'ailleurs, y compris lorsqu'on est prêt au paradoxe. Nous avons des acteurs politiques aujourd'hui qui valorisent le mouvement des marchandises, des capitaux et des flux, mais alors qui, curieusement, quand il s'agit d'accueillir les migrants ou les réfugiés, sont aux abonnés absents. Donc vous voyez, c'est bien d'être analytique et pour éviter d'avoir des jugements de valeur qui renvoient finalement à toute autre chose que ce que l'on croit décrire. Ensuite, aborder la question de l'habitation par le mouvement, c'est en fait un moyen d'essayer de comprendre comment, dans l'habitation, donc dans l'action d'habiter,
pas de se loger, d'habiter. Hein. Prenons habiter au sens des sciences naturelles, donc qui renvoie à la définition d'habitat par l'écologie, même les sciences naturelles du 19e siècle. L'habitat, c'est l'espace de vie d'une espèce. Donc, faisons l'hypothèse qu'il y a l'espace de vie d'une espèce humaine, espèce très particulière, et donc elle a son habitat, ce que les géographes appellent l'œcumène, et que l'habitation, c'est l'action qui consiste à organiser l'habitat en habitant. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Une fois qu'on a compris, on comprend qu'on est tous des habitants et qu'on est tous des co-constructeurs de notre habitat. Si on aborde la question de l'habitation à travers le mouvement, ça veut dire qu'on se met immédiatement en position de comprendre que ça nous renvoie en fait à un jeu à 4 parties hein, qui vont se mettre en tension, comme j'aime à le dire et comme je l'ai dit ce matin. D'abord, l'ancrage. Où je me tiens? Où puis-je me tenir? Parce que de même que l'être humain a toujours quelque chose à voir avec le mouvement, il a aussi toujours quelque chose à voir avec la tenue et l'endroit où il se tient. C'est la relation entre les deux qui est intéressante. Donc, de l'autre côté, dès que l'on s'ancre, et on le voit bien dans les films, on va très souvent, immédiatement entrer dans l'interaction. Donc, dans la relation. Donc, le deuxième terme, c'est la relation. La relation avec autrui, mais aussi la relation avec les choses. La relation avec les objets qui prolifèrent. La relation avec, comme on dit aujourd'hui, les non-humains. Les données de l'atmosphère, le climat, la chaleur, les végétaux, les animaux. Donc, il va y avoir immédiatement des questions de relation et de relationnalité. Or, les questions de relation, c'est à partir d'elles que la politique naît. Hein. Hannah Arendt l'expliquait, la politique naît de la nécessité de faire relation entre des entités distantes. Dès que vous avez de la relationnalité à coder, à cadrer, vous êtes dans le politique. Finalement, le politique, c'est aussi poser la question, quelle relation acceptais-je d'entretenir avec alter ego, moi, ego, mais aussi avec les non-humains, parce que la relation avec les non-humains, elle est politique, elle exige une diplomatie particulière. Cette diplomatie, d'ailleurs, est en train de changer, de même que peut-être change la diplomatie de nos relations avec autrui. Mais ça fait longtemps aussi. Notre camarade Kant, grand géographe, écrivait un texte célèbre dans Les conditions pour une paix cosmopolite où il parlait de l'insociable sociabilité. Bon, il avait tout compris, Kant, hein. Nous recherchons la relation et nous la fuyons. Ben, la façon dont vous réglez cette insociable sociabilité, vous ne créez pas le même type d'espace social, vous ne créez pas le même type de société. Si vous êtes du côté de l'insociable ou plus du côté de la sociabilité, vous ne créez pas le même type de société. Ça, c'est immédiatement en jeu dès qu'on regarde l'habitation en mouvement. La troisième chose qui est en jeu, c'est le mouvement lui-même. Hein, le mouvement, et pas simplement la mobilité, mais l'ensemble des usages du mouvement. C'est le titre du colloque de Cerisy, et ça n'est pas pour rien, organisé en 2005, avec quelques personnes présentes ici. C'est bien pour dire que ce n'est pas simplement le déplacement, la mobilité, c'est vraiment le mouvement, le sens du mouvement, hein, qui est important, l'essence du mouvement même. Et puis la quatrième chose, c'est la communication numérique, c'est la télécommunication, qui sont aujourd'hui des formes de télécommunication qui sont plus importantes qu'elles étaient jadis, mais qui n'ont jamais été inexistantes jadis, à partir du moment où on a inventé des processus pour communiquer à distance. Et c'est venu finalement très vite. Donc vous prenez ces 4 choses, où je me tiens, la relation avec les autres et avec les autres choses, le mouvement et la télécommunication, vous avez les 4 termes de l'équation de l'habitation du mouvement. Alors du coup, les hyperlieux, c'est quoi? Eh bien pour moi, ce sont, par hypothèse et par analyse, les endroits où cette tension entre les 4 termes se voit mieux qu'ailleurs. Voilà. C'est tout simple, c'est un truc de géographe, c'est purement analytique, c'est-à-dire j'ai essayé de regarder là où ça se voyait mieux et je me suis aperçu que ça se voyait mieux dans les gares, les aéroports, les grands centres commerciaux. Pourquoi? Parce que ce sont des attracteurs, donc ça attire de grandes masses. Donc dès que vous attirez des grandes masses et que vous faites des sociales, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez les régularités. Si vous prenez des petits objets, c'est extrêmement intéressant, j'en décris beaucoup et j'en utilise beaucoup, mais dans les petits objets, vous allez plutôt avoir tendance à mettre en avant les particularités. Dès que vous êtes sur les gros objets, les objets intenses, vous allez voir des régularités de ce genre. Alors, dans ce cadre-là, ce que nous montre le film, c'est-à-dire ces hyperlieux mobiles, c'est-à-dire c'est pas une oxymore, c'est tout simplement
C'est tout simplement toujours comme ça. Voilà, sauf qu'on est plus attentif aujourd'hui à cela, peut-être parce qu'il y a un moment particulier, mais finalement, ça fait très longtemps qu'on a l'habitude d'organiser des espaces de vie avec de ce que l'on pourrait appeler des lieux mobiles. Donc, si l'on prend ces hyperlieux mobiles, c'est simplement une fenêtre ouverte supplémentaire sur ce jeu à 4 termes que j'ai essayé de vous proposer. Et ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons l'observer à un moment où le monde change, parce que le monde s'urbanise de plus en plus et il est de plus en plus confronté à des enjeux sociaux et environnementaux qui sont absolument colossaux. Puis je rappelle que non seulement le monde change, mais en plus il change avec un monde qui va être un monde à 10 milliards, dont 7 milliards d'urbains en 2050. C'est compliqué de faire un monde à 10 milliards. Hein, c'est déjà difficile de le faire à 5. Mais alors à 10 milliards, ça va être très compliqué. Donc le monde change beaucoup, il y a des enjeux qui changent beaucoup, et en plus, les technologies changent beaucoup. Et nous sommes dans un moment où peut-être d'ailleurs, on pourrait même avoir une sorte de nouvelle utopie technologique, celle du numérique, et d'un certain nombre de technologies à l'intelligence artificielle, qui pourrait nous laisser penser qu'on va régler toutes les questions qu'on a à régler. C'est là où moi je suis plus prudent. D'abord parce que l'histoire est peuplée de moments où les technologies nous ont surtout permis de ne rien régler. Et puis parce qu'il ne faudrait pas que la nécessaire concentration sur un certain nombre d'enjeux technologiques nous fasse oublier le politique. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Le propre des sciences sociales, c'est de repolitiser les objets. Ce n'est pas de faire de la politique, c'est de repolitiser les objets, c'est-à-dire de dire, attention, dans tel dilemme social, dans telle question sociale, il y a un enjeu politique. Même s'il n'est pas apparent, il y a un enjeu politique. Dans les images qu'on voit sur les types de véhicules autonomes qu'on propose, il y a une certaine vision du social. Est-ce que c'est cette vision du social qu'on veut? Voilà. Je ne réponds pas, mais je pense qu'au moins il faut se poser la question. D'autant que nous sommes dans une période où on voit bien qu'autour de ces technologies aussi, on voit se développer deux figures un peu emblématiques et antithétiques qu'on a évoquées ce matin. D'un côté, les technologues, les geeks, qui sont capables de jouir de toutes les facettes de la technologie, puis de l'autre côté, les subalternes, à qui on demande d'être des entrepreneurs technologiques aussi, vous savez, tous ceux qui livrent en temps réel. Hein. On demande d'être des entrepreneurs virtuoses, mais ils restent complètement subalternes dans leur position sociale et dans leur capacité d'activer justement autre chose que d'être subalterne. Donc, quel type de société on veut construire? En fait, c'est une question qui n'est pas gilet jaune, mais qui est assez importante, me semble-t-il, et qui mérite qu'on prenne un peu de temps pour essayer d'y répondre. Merci beaucoup Michel, et c'est une introduction parfaite à notre discussion, et on verra comment justement cette question politique au sens large est traitée différemment, mais est traitée par chacun d'entre vous. Entre la démarche que va nous expliquer Fiona Meadows, l'approche du véhicule autonome, hein, ces questions de technologie, en se disant, et là les auteurs, autant vous avez tenté d'être entre guillemets laïque au sens de ne pas céder à des croyances ou à des enthousiasmes technologues, etc., mais de vous poser la question de à partir de quelle ville nous voulons, hein, au service de la ville, c'est bien le sous-titre de cet ouvrage, que des questions soulevées par Carl Hesiop sur l'équité et sur l'aménagement d'une ville hétérogène dans un contexte où les enjeux écologiques sont de plus en plus importants, où l'argent n'est pas forcément disponible, et où parfois il faut peut-être choisir de ne pas bâtir et de faire autrement. Alors justement, quand on décide de faire un petit peu moins, de faire finalement des petites formes pas chères, des petites formes respectueuses de l'environnement, c'est un petit peu le thème de Fiona. Donc Fiona est donc architecte, commissaire d'exposition à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, et donc commissaire de l'expo qui se déroule en ce moment au Maïs Social Club. Mais depuis maintenant une vingtaine d'années, tu organises des concours de micro-architecture pour les étudiants. Ça s'appelle les Mini-Mouse. Tu en es à la 7e session, je crois. Et il se trouve que par une superbe coïncidence, le thème d'ailleurs du concours que tu as lancé pour tes étudiants jouait avec cette idée justement de mobilité, écologie, économie. Voilà, je te laisse la parole pour qu'on puisse aller au bout. Merci. Allô.
Merci Mireille pour l'invitation. Donc cette thématique, je préférais passer sur la première diapo s'il vous plaît. Donc cette thématique me traverse depuis longtemps et donc depuis, je parle en tant qu'architecte, responsable de programme à la Cité de l'Architecture et j'enseigne à l'école d'architecture. Donc j'ai pas du tout un point de vue de philosophe comme mon voisin, mais je vais essayer de tenter de vous expliquer un petit peu ma démarche depuis 20 ans. Donc depuis mon arrivée à la Cité de l'Architecture en 1999, j'ai mis en place un programme intitulé Petite Architecture qui s'intéresse au modeste, au quotidien, à l'échelle de l'ordinaire, au non spectaculaire. Une petite architecture que j'ai considérée comme très performante sur le quotidien. Alors, la première exposition que j'avais mis en place dans le cadre de ce programme était l'abri d'urgence que vous voyez au centre là de Shigeru-ban pour Kobe. Donc c'était les réfugiés climatiques en carton. C'est la première fois qu'il était présenté en France et il était face à une maison de Jean Prouvé qui était démontable. Je vous assure, la maison de Jean Prouvé, au niveau technique, était beaucoup plus maligne que celle de Shigeru-ban, qui est très compliquée à monter. Mais bon, il faut faire l'expérience pour le savoir. J'avais l'intuition qu'il était très important de montrer des projets d'architecture à l'échelle réelle dans les jardins de la rue de Tournon au public et non de travailler à l'échelle papier. Et c'est un peu ce que je fais régulièrement dans ma carrière de commissaire d'exposition. Alors depuis, j'ai eu une sorte d'obsession pour le petit, la cabane, qui est une figure essentielle en architecture, qui questionne la notion d'abri. Donc j'avais mis une image du frontispice de l'abbé Laugier sur la première slide. Tant que tu as un toit au-dessus de la tête, qu'il s'agisse d'une discussion entre étudiants, travailleurs pauvres ou sans domicile fixe, ce thème a presque une valeur incantatoire qui rappelle que l'abri, dont le toit est le symbole, est un élément de survie premier. L'abri, c'est l'écart entre notre corps et l'environnement potentiellement hostile. Il nous protège des aléas. Depuis que l'homme est l'homme, il cherche un refuge idéal. Et il a construit donc les abris avec les ressources naturelles, environnement, les grottes, les branchages, les déchets. Et aujourd'hui, en évitant les toits en dur, qui est vraiment quelque chose de récent dans l'histoire humaine de la sédentarisation. De là, j'ai lancé de nombreuses actions, dont la plus symbolique pour moi est liée à la transmission. C'est la prochaine slide, qui était une action pédagogique qui s'appelait Cabane construite en aventure en 2001 pour les classes APAC, quand Jacques Lang était ministre de l'Éducation. Et donc, j'étais responsable du programme national et on a construit environ 200 cabanes dans les écoles. On a envoyé des architectes dans les écoles construire des cabanes avec les enfants en France et en dom-tom. Et depuis, donc, il y a eu un ouvrage qui est sorti dessus. Et depuis, j'ai monté de nombreuses actions, dont la plus récente est celle qui est ici, dans les branches, la cabane habitée, qui est la question de comment est-ce qu'on peut détruire le modèle du F1, F2, F3, c'est-à-dire forcer les architectes à repenser le logement, qui malheureusement n'est pas du tout remis en cause actuellement. On est vraiment sur des plans très typiques de l'habitat normé. On ne considère pas le changement de la famille ou de nos modes de vie. Et il est temps de remettre à plat tout cela. Donc on a tenté d'idéaliser un autre type de modèle en partant des usages. Alors de la cabane, de l'abri, je suis passée naturellement par un rassemblement de ces cabanes, et donc sur le thème du campement. Et donc Michel Lusseau a été un peu un complice parce que j'ai organisé une exposition en 2015 ou 16, je ne sais plus, 15, qui s'appelait Habiter le campement. Et donc, si l'abri nous parle d'architecture, le campement nous parle d'urbanisme, sans lieu fixe ni durée déterminée. Ce dernier s'inscrit dans un temps et un espace temporaire. C'est un endroit où se poser, se rassembler et prendre la route. Et en fait, ça a été un travail de 3 ans de recherche. J'étais entourée donc d'une équipe scientifique et j'ai collecté peut-être plus de milliers d'exemples de campements, un peu ce que vous avez fait là. J'ai distingué 6 familles et la chose qui relie ces 6 familles, donc c'est Michel Agier qui a nommé ça, c'était habiter le déplacement. Donc c'était les camps de voyageurs, les camps de nomades, les camps d'exilés, les campements d'infortunés, les campements des conquérants et les campements des contestataires. Et Michel Lusseau s'est occupé de toute la partie contestataire. Voilà.
Et il y a un catalogue, peut-être la slide d'avant. Bon, il y avait une slide, il y a un ouvrage qui regroupe tout ce travail. Ah non, non, il a disparu. Qui est sorti chez Actes Sud, qui s'appelle Habiter le campement, qu'on trouve toujours. Alors là, je vais revenir maintenant sur un autre programme que je mène. C'est un concours d'architecture qui s'appelle Minnie Mouse. Vraiment, je suis très honorée d'en parler. C'est un concours qui existe depuis plus d'une quinzaine d'années. Et il invite en fait une jeune génération d'architectes en art, en design, des ingénieurs, des paysagistes et des artistes à s'engager sur un processus recherche-action sur des thématiques sociétales. Et en fait, l'objectif est de concevoir une petite architecture qui doit faire le maximum, toujours à partir d'une thématique. Et l'enjeu du concours, c'est qu'on ne reste pas du tout sur un projet papier. On est associé à une école d'ingénieurs qui est l'École supérieure du bois. Et on réalise les prototypes des projets. On salue Michel, qui a un train. On va continuer. Merci beaucoup, Michel. Et à très bientôt. Alors, le concours Minnie Mouse, c'est une plateforme de réflexion donc sur des thématiques de société. On y fait un symposium. Il y a un concours d'idées. On a un laboratoire d'expérimentation à l'échelle 1, donc à l'école du bois. Et aussi, comme on a la Cité de l'architecture du patrimoine, on essaye de valoriser le projet avec, en général, des beaux catalogues. Donc, il y a un catalogue qui sort chaque année, enfin chaque 2 ans, chez Gallimard. Et il y a une exposition. Donc, on essaye vraiment de valoriser le travail de toute une génération d'étudiants. Alors, pour le concours Minnie Mouse 5... il portait, donc là c'était en 2014 je crois, le thème était sur les cuisines de rue. Et donc on a fait une enquête avec Michel Buisson, qui était au VIA à l'époque. On était tous les deux sur ce concours. Et on a collecté toutes les formes de cuisine de rue à travers le monde, populaire. Et l'image suivante, et on a essayé par des dessins d'expliquer un peu les cuisines de rue. Il y a eu des milliers de photos, mais il y a eu un travail de dessin, de synthèse. Et en fait, pour nous, les principales fonctions des dispositifs de rue, c'est la cuisson, la préparation, la présentation, la conservation, le déplacement et la consommation. Et en fait, chaque cas qu'on a étudié, on avait ces logos et on montrait tous les cas à partir de ces logos. Et j'ai montré un deuxième dessin, parce que je ne vais pas vous montrer toute la collection des cuisines de rue, mais c'était moi ce qui m'intéressait, c'est comment on se déploie dans l'espace public. Donc là, vous avez le dessin sur l'autre page, où vous avez l'objet qui est vraiment minimum, qui se déplace. Et ensuite, c'est comment il se déploie dans l'espace public et il crée un lien de voisinage qui me semble très intéressant. Alors, cette année, donc, mon actualité là, c'est le sujet qui a été lancé, et donc de proposer une micro-architecture conviviale et mobile pour lutter, donc, la prochaine diapo, pour lutter contre la fracture numérique. Donc l'enjeu est de recréer une vie de quartier autour d'un module technologique dans les communautés rurales ou les zones sensibles, sorte de maison d'association virtuelle mobile, objet hybride autonome, qui offrirait un espace d'information et de divertissement. Et donc, le choix du thème Virtual Scholar, c'est le terme Scholar, c'est un espace d'apprentissage, mais dont la connaissance ou la notion de loisir, c'est ce qui insuffle la pédagogie. Donc, c'est ce qu'on oublie à l'école. Ce qui est important, c'est se faire plaisir en apprenant. Et donc, il nous a semblé important de garder ce terme grec. Et donc, c'est un espace d'apprentissage de connaissances et qui doit apporter aux usagers du plaisir, du réenchantement. Et l'idée, c'est que la mobilité, parce qu'on a beaucoup travaillé avec Emmanuus Connect, et Emmanuus Connect nous ont bien dit qu'il fallait aller au plus proche des gens qui avaient un problème d'inclusion numérique. Enfin, ils n'aiment pas trop qu'on utilise le mot fracture numérique, mais donc pour les mettre dans l'inclusion numérique, il faut être au plus proche de ces populations. Donc il ne faut pas avoir un local en centre-ville et leur dire on va vous apprendre l'informatique, etc. Ils n'iront pas. Donc il faut vraiment aller au pied des cités ou dans les campagnes, chez les gens les plus éloignés de l'informatique, et de proposer des choses. Alors, ce qui m'intéresse dans cet objet, c'est ce qu'on a proposé aux étudiants, c'est qu'on pourrait, à certains moments de la journée ou de la semaine, ça peut se transformer en e-école, en bibliothèque numérique, en salle de cinéma, en exposition, en espace de coworking, en cabine de visiophone publique et gratuite.
Et donc, elle proposerait des entraides, peut-être d'avoir des e-écrivains publics pour aider à remplir les formulaires administratifs, parce que tout va être numérisé, je crois, dans 2 ans. Il n'y aura plus un document papier en France administratif. Et donc, à quoi ressemblerait, donc ça c'est la question qu'on a posée à toute une génération d'architectes, à quoi ressemblerait l'architecture de cette e-box nomade? Quels usages pourrait-elle offrir? Comment s'installerait-elle dans l'espace public? Comment pourrait-elle proposer des extensions extérieures? Comment rendre compte de la magie numérique? Et donc ça, c'était les enjeux. Et on est très content parce qu'on a eu 150 écoles à l'échelle nationale qui ont répondu. Malheureusement, trop peu d'écoles d'architecture, surtout des écoles de design, parce que je me suis rendu compte, même quand on a organisé le colloque, nos étudiants architectes ne sont pas du tout au courant qu'il y a une fracture numérique dans le pays. Donc voilà, c'est un thème qui n'est pas enseigné dans les écoles. Bon, le mal logement, oui, mais la question de la fracture numérique, ils pensent que tout le monde a des Mac, sont à l'aise avec le numérique, et c'est pas du tout le cas. Donc on n'a pas eu, ils n'étaient pas très sensibilisés par ça. Mais dans les écoles de design, beaucoup plus, parce qu'il y a tout un département sur le design social et tout, donc on a eu des belles réponses. Et parmi les 150 projets, on en a sélectionné 27 pour le grand jury. Donc j'espère que l'Institut de la Ville en Mouvement participera au jury. Et on espère chaque année, donc avec l'École supérieure du Bois, on cherche à faire un démonstrateur utilisé par une association pour tester le dispositif qu'on met en place. Voilà, donc c'est tout un processus de recherche-action. Bravo. Puis alors, rendez-vous pour les résultats et la réalisation. Oui. Donc, on parlait d'habiter le mouvement. La question d'habiter le réseau, c'est important aussi. On s'est dit que les nouvelles technologies, que les technologies en général et les innovations technologiques sont par définition productrices de nouveaux types d'exclusion et comme de nouveaux types d'inclusion aussi, et que cette vigilance en même temps qu'on innove et qu'on regarde se transformer les modes de vie doit être en tête de chacun d'entre nous, y compris des ingénieurs les plus précis dans des domaines de pointe. Alors on peut se demander effectivement si le véhicule va devenir un habitat nouveau, si comme on remet en question le F1, le F2, le F3 du logement, il va peut-être être temps de remettre en question je sais pas, la berline, le SUV, l'utilitaire, en tout cas la forme de nos véhicules vont peut-être aussi changer parce que ils vont peut-être devenir habitables. Alors le risque, est-ce que risque ou opportunité, hein, on verra, on va pas poser de jugement moral, mais est-ce qu'on est en train de devenir à nouveau au retour de la société nomade? Les nomades ont perdu la partie dans notre anthropocène, ils sont encore là, ils existent, on en a parlé aujourd'hui, on oublie qu'il y a un monde, une culture nomade, des habitants en mouvement. Est-ce qu'avec le véhicule autonome, c'est le mouvement perpétuel? Et quand on parle puisqu'on ne sera plus obligé de conduire, puisque écologiquement tout devrait être absolument formidable, puisqu'il sera connecté à l'infrastructure, enfin, on a une espèce de vision un peu angélique mais en se posant trop souvent des questions, ça va résoudre les problèmes de congestion, ça va permettre aux habitants des zones les plus défavorisées d'avoir du transport en porte-à-porte. Donc on a toute une série comme ça de points de vue, et puis on voit bien que les choses peuvent dépendre de la société que nous voulons, de la ville que nous voulons, et de l'équité ou pas que nous voulons dans l'accès aux aménités urbaines. Alors je fais un peu vite, Fiona. Juste une petite remarque. Dans le concours, l'autre contrainte qu'on avait donnée, c'était qu'ils pouvaient construire des choses autour d'objets roulants, mais qui nécessitaient que le permis B. Donc on est sur de la micro-camionnette, du véhicule comme ça, parce que les associations en France n'ont pas forcément des permis pour les gens qui construisent des gros camions. Donc en fait on a des réponses qui vont du vélo, mobilette, caravane, camionnette. Voilà. Ça, donc on va peut-être inventer des formes nouvelles, et puis en même temps, autant il faut être attentif à cette question de l'inclusion sociale, de l'accès pour tous, autant quand on est un opérateur de transport ou quand on est une municipalité qui doit gérer ses problèmes d'efficacité, de ville productive, etc. Il va falloir commencer à imaginer le futur avec ce véhicule autonome qu'on attend de nous. Alors quand on a commencé à travailler sur ces hyperlieux mobiles, sur l'idée de cette transformation de nos pratiques par le mouvement, en mettant en évidence qu'il existe énormément de motifs de bouger qui ne sont pas forcément d'abord guidés par
se rendre du point A au point B, toutes ces activités mobiles, on s'est dit qu'au fond, ben oui, il y avait peut-être toute une série de développements ou d'avenirs pour le véhicule autonome qui seraient liés à l'activité plus qu'au déplacement. Et en même temps, il y avait un débat dans notre équipe interne sur on raconte un peu n'importe quoi. Est-ce que c'est dans 5 ans? Est-ce que c'est dans 10 ans? Qu'est-ce qu'on entend par le véhicule autonome? Et puis, est-ce que c'est bien vrai? Et puis, avec le mélange d'acteurs qui sont en train d'apparaître, est-ce que le plus crédible, c'est le constructeur automobile? Ou est-ce que c'est plutôt l'opérateur de service? Donc, il y a eu toute une série de débats, ce qui fait que Jean-Pierre Orfeuille et Yann Le Riche ont décidé à 4 mains d'écrire un ouvrage en se donnant un certain nombre d'objectifs, parmi lesquels justement déconstruire certaines idées reçues, partager avec, j'allais dire, le public citoyen préoccupé par les enjeux de la ville, et les enjeux écologiques et de mobilité, de partager les informations dont on dispose, et puis des perspectives pour l'avenir en mettant en garde un certain nombre de choses. Alors je vais pas déflorer les quelques clés que vous avez données, mais on décompose les idées reçues, pose les enjeux, et puis on va proposer une méthode, des clés de lecture avec un mot-clé. Alors je passe tout de suite la parole, Yann, pour que tu nous racontes l'histoire de piloter le véhicule autonome au service de la ville. Très bien. Bientôt en librairie, le 7 mars. Pour rentrer dans le véhicule autonome, je vous propose de nous projeter dans le futur assez lointain. Ça nous permet d'éviter toutes les questions de ce qu'on est capable de faire dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. On se place suffisamment loin pour imaginer que le véhicule autonome existe, il est là, il est disponible, et chacun d'entre nous peut aller l'acheter dans son concessionnaire automobile voilà, en pied d'immeuble. Et donc, on va faire un exercice ensemble. On imagine qu'on possède tous une voiture et qu'on a décidé de la changer. Et on a fait le choix pour la prochaine d'acheter un véhicule autonome. Donc, on va l'acheter dans son concessionnaire. Et puis, le lendemain matin, on va au bureau dans son véhicule autonome pour la première fois. Alors, le premier trajet, on est un peu inquiet. On se demande si ça va bien marcher, si ça va freiner au bon endroit, si les carrefours vont être passés comme il faut. Et puis, ça se passe bien, hein, on a dit, la technologie est mature. Le deuxième jour, finalement, on est un peu plus à l'aise. Le troisième jour, on commence à ne plus regarder la route, on est sur son smartphone en train de lire un livre. Et puis, au bout de quelques jours, on est totalement habitué. Et finalement, on fait plein de choses dans son véhicule qu'on ne pouvait pas faire avant. Et puis un jour, on est au bureau, hein, donc le véhicule autonome est dans le garage, sur le parking de l'entreprise. Et puis on se dit, c'est quand même un peu bête parce que mon véhicule autonome m'a quand même coûté un peu plus cher que ce que m'aurait coûté un véhicule classique que j'aurais pu acheter. Il est là, il passe la plupart du temps dans la journée dans le parking à pas travailler, mais il est autonome. Il pourrait sortir lui-même tout seul et puis aller faire des courses, transporter d'autres personnes, revenir le soir. Ça me rapporterait un peu d'argent, ce serait pas plus mal. Et donc finalement, on décide, je décide, vous décidez de donner l'ordre au véhicule dans la journée d'aller faire quelques courses et puis de rapporter un peu d'argent. Alors il y a plein de façons de le faire, hein, on peut l'imaginer. Et puis ça marche bien, mais quand même, un jour mon véhicule revient pas très propre, d'accord ? Quelqu'un a pu laisser des déchets à l'intérieur, renverser un café sur la banquette, il peut être un peu abîmé. Et finalement, ça me plaît bien de gagner de l'argent, mais je me dis quand même que finalement, je ne suis pas une entreprise de taxi, monotaxi. Finalement, c'est pas mon métier de m'occuper de ce véhicule et de le récupérer le soir dans un état qui me plaît pas. Et en contrepartie, l'aspect financier me plaît bien parce que finalement, ça me rapporte quand même de l'argent. Et je me rends compte que le raisonnement que je fais, il est fait par à peu près tout le monde. Et que finalement, est-ce que j'ai toujours besoin de posséder mon véhicule quand, comme tout le monde partage son véhicule dans la journée, j'ai qu'à sortir le soir de mon bureau, et puis plutôt que de prendre le mien, je vais commander celui de quelqu'un d'autre qui est mis à disposition. Et puis tout ça, c'est beaucoup plus pratique. Je consomme un service, je suis plus propriétaire, et puis j'ai plus à m'occuper du nettoyage, de l'entretien, de la maintenance. C'est fait par d'autres, des propriétaires de flotte notamment, ou des particuliers qui mettent leur véhicule à disposition. Et comme en plus, il y a beaucoup de véhicules disponibles dans la rue, puisque tout le monde fait un peu pareil, quand je le commande, je n'ai pas beaucoup à attendre, le service est bon. Comme on fait tous la même chose, il y a des chances que d'autres fassent en gros le même trajet que moi, donc finalement le partage est globalement possible. Ce qui fait qu'on arrive assez bien à imaginer une mobilité de demain où on n'est plus propriétaire de son véhicule,
on l'utilise comme un service, et puis où le partage est lui-même facilité, parce que, comme je le disais, si tout le monde fait ça, il est beaucoup plus facile de grouper les trajets, alors que c'est plus compliqué aujourd'hui dans les services disponibles qui proposent déjà ce type de service partagé. Alors, ce que je viens de dire là, imaginez par beaucoup, c'est même la vision dominante aujourd'hui du véhicule autonome demain, partagé, non possédé. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller un cran plus loin. Une fois qu'on a cette vision, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On aimerait bien mettre des chiffres derrière, essayer de se dire qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour nos villes et pour la mobilité. Alors ça, beaucoup l'ont fait aussi, beaucoup de cabinets de consultants, beaucoup de sociétés d'études. Je vais citer une entité qui est l'OCDE, qui a fait des modélisations et qui s'est posé cette question de la ville avec que des véhicules autonomes qu'on vient d'évoquer. Alors, vous avez ici quelques slides qui ne sont donc pas les miennes, qui sont celles de l'OCDE. J'ai du mal à les faire passer. Ouais, voilà. Donc, alors, ils ont fait plusieurs études. Je ne vais pas, évidemment pas toutes les citer. Les résultats sont extrêmement riches. Ils ont fait leur première analyse sur la ville de Lisbonne, en imaginant donc enlever tous les véhicules particuliers et tous les bus de la surface de la ville. Et donc, ils ont imaginé un système de transport où la demande de mobilité serait servie uniquement par des véhicules autonomes de différentes tailles. Des véhicules individuels, des véhicules un peu plus grands, qui sont appelés des taxibus, et puis encore des transports en commun. Et donc la modélisation de la ville a montré que toute la demande de transport d'aujourd'hui de la ville de Lisbonne peut être servie avec un nombre de véhicules autonomes qui ne représente que 3% du nombre de véhicules actuellement en circulation sur la ville. C'est absolument extraordinaire. Et donc, on voit bien qu'il y a des économies fantastiques. Alors, ce premier résultat impressionnant est suivi d'autres résultats impressionnants, quantitatifs. Le deuxième, c'est que, comme les véhicules sont partagés, qu'après m'avoir déposé, il va chercher quelqu'un d'autre, globalement, le besoin de parking est extrêmement réduit. Et donc, ils arrivent à montrer qu'avec des véhicules comme ça, autonomes, qui servent toute la ville, on arrive à supprimer tous les parkings en voirie de la ville, et qu'effectivement donc la voirie retrouve plus de place, 20% en plus, qui correspond en gros sur la ville à l'espace réservé au stationnement aujourd'hui. Alors, autre raisonnement impressionnant, c'est que au-delà des parkings en voirie, il y a tous les parkings complémentaires qui ne sont pas le long des rues, en ouvrage ou en plein air, et que là aussi, on arrive à supprimer 80% des besoins de parking. Alors, il faut en garder pour les véhicules la nuit et pour d'autres moments où on n'est pas à l'heure de pointe, mais globalement, on voit que la décroissance est là aussi impressionnante. Et puis, dernier résultat que je présenterai, il y en a beaucoup d'autres, comme je le disais, le nombre de kilomètres parcourus par les véhicules est lui-même en décroissance, de 23% sur une durée sur la journée complète, et si on se focalise sur l'heure de pointe, on est à moins 37%. C'est en particulier dû au fait que les gens sont groupés et donc il y a besoin de moins de mobilité. Le nombre de véhicules ne veut pas dire mécaniquement qu'il y a moins de kilomètres parcourus, mais là, il se trouve que c'est le cas. Alors, ces résultats sont, je le disais, spectaculaires, et c'est ça, c'est une des raisons pour lesquelles le véhicule autonome aujourd'hui est décrit comme un objet extrêmement positif par beaucoup. C'est que dans cette vision du futur, véhicule, je le répète, partagé, non possédé, les bénéfices sont extrêmement positifs, et vous avez toutes les conséquences de ça, moins de pollution, aussi moins de kilomètres, etc., etc. Alors tout ça, évidemment, a une limite importante, c'est que c'est un exercice de mécanique des fluides. On se pose la question d'une demande de transport et on se dit finalement, si la façon dont on va servir cette demande de transport diffère, on essaie de calculer ce que ça donne. La grosse différence entre la mécanique des fluides et puis la réalité de nos villes, c'est que les gens qui se déplacent, ce n'est pas des particules d'eau ou d'un autre liquide, ce sont des humains. Et que les humains ne se comportent pas de la même façon, on ne leur dit pas dans quel tuyau passer, les humains choisissent leur tuyau, et ça fait une grosse différence. Cette différence a été étudiée, et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que on ne cherche pas globalement, en moyenne, à minimiser nos temps de transport de façon systématique, on cherche plutôt à maximiser, à optimiser nos opportunités, à optimiser l'accessibilité qu'on a au lieu, et non pas à réduire au maximum son temps de transport.
Alors tout ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si j'habite à un endroit et que pour aller à mon travail, il me faut une demi-heure en voiture, si ma région décide d'investir et de créer une voie rapide là où je prenais des petites routes et que dans le futur, je ne mets plus qu'un quart d'heure pour me rendre à mon travail, eh bien effectivement, au départ, plutôt que de voyager 1 heure par jour en voiture, une demi-heure aller, une demi-heure retour, je vais mettre seulement une demi-heure un peu plus tard, un quart d'heure aller, un quart d'heure retour. Et donc j'ai effectivement gagné une demi-heure, mais qu'en réalité, ça ne va pas durer longtemps. Ce qui va se passer, en général, c'est 2 choses. Je vais me dire que finalement, là où j'habite dans mon appartement, mon F1, F2, F3, je me sens un peu à l'étroit et qu'avec mes 3 enfants, j'aimerais bien vivre un peu plus loin, pas plus loin de l'endroit où se trouve mon travail, un peu plus loin de la ville, pour profiter d'un terrain moins cher et avoir une maison, d'avoir un jardin. Et donc je vais déménager. Et finalement, la résultante de la route qui a été construite, de la nouvelle voie rapide, c'est pas que je vais gagner du temps, c'est que je vais gagner des mètres carrés, je vais aller habiter plus loin, je vais toujours me déplacer, et ça va toujours prendre 1 heure. Par contre, j'aurai une maison qui sera plus grande. La deuxième possibilité, c'est que je vais continuer à habiter au même endroit. Par contre, je vais me dire que mon travail est pas mal, mais qu'il y a une autre opportunité dans une autre entreprise qui me plaît pas mal, qui avant était quand même trop loin, parce que finalement, ça me mettait à des temps de transport que je ne voulais pas accepter, et que finalement, grâce à cette nouvelle route, je peux accéder. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer d'emploi, je vais aller travailler plus loin, et ça va potentiellement m'enrichir, puisque je pourrais mettre mieux mes compétences à disposition. Vous voyez, donc le résultat de tout ça, c'est que finalement, le temps qu'on gagne, on le réinvestit pour maximiser nos opportunités. Alors, celui qui a étudié ça, le premier qui l'a très bien mis en œuvre, en évidence, c'est Zahavi, qui est ici en photo sur l'image, qui est un chercheur israélien et qui a fait ses travaux sur la mobilité à la Banque mondiale dans les années 70-80. Et donc c'est le premier qui a montré que finalement, on réinvestissait son temps. Et alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le temps qu'on investit est en gros le même, quelle que soit la ville qu'on prend dans le monde et quelle que soit la période de l'histoire qu'on considère. Et cette durée, elle est en gros d'1 heure. Les travaux qui sont cités, alors je ne sais pas si vous voyez les petits points, mais le graphique à droite, alors c'est pas Zahavi, ça a été fait après par Andreas Scheffer qui a été plus loin dans l'analyse, qui a été plus précis, mais en gros ce que ça dit, c'est que vous avez sur l'axe vertical le temps de trajet, sur l'axe horizontal vous avez le PIB par habitant, donc on est sur une diversité extrêmement importante. À droite, vous avez des villages africains, en Tanzanie et du Ghana. À droite, vous avez des pays développés à des dates différentes. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, on est assez constant et on est autour partout de cette moyenne d'1 heure. Alors pour être très précis, on est une moyenne d'1h05 avec un écart type de 20 minutes, quel que soit l'endroit où on se trouve. Alors ça, on comprend bien que ça remet en cause tout ce qu'on a dit avant, de la mécanique des fluides qui ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que si le véhicule autonome me permet de mieux me déplacer, je vais réinvestir mon temps et in fine, je mettrai toujours 1 heure pour me déplacer et par contre, j'irai plus loin, je ferai des choses différemment. Alors cette affirmation avec le véhicule autonome, on a envie encore d'aller plus loin et elle-même de la mettre en question, parce que si Zahavi nous montre qu'on réinvestit le temps qu'on gagne, il y a quand même quelque chose qui est mal expliqué, c'est cette durée d'1 heure. Pourquoi 1 heure? Pourquoi finalement c'est pas une demi-heure? Pourquoi pas 2 heures? Et là, on n'a pas d'explication scientifique stable, robuste. On a tous une compréhension commune qui en général est partagée, qui est que on comprend bien que c'est un équilibre qui se tient si on considère qu'une journée fait 24 heures, qu'il faut dormir, se nourrir, et que la mobilité aujourd'hui me sert à aller quelque part, à accéder à un lieu, et que si je passe 5 heures à me déplacer, j'ai plus assez de temps pour faire l'activité que je visais à destination, et que si je ne me déplace pas assez longtemps, finalement, je ne profite pas de tout ce qu'il y a autour de moi, et que finalement, cette heure-là, c'est une cote mal taillée, moyenne, qu'on retrouve un peu partout, qui optimise entre le temps que je passe à me déplacer, qui est un coût. Quand je suis en mouvement, je ne fais pas grand-chose, je peux téléphoner, mais c'est quand même très limité. Et voilà, donc il y a un équilibre qui se crée. Avec le véhicule autonome, on voit bien que le raisonnement
varie du tout au tout. C'est-à-dire que le temps de déplacement n'est plus nécessairement un coût, n'est plus nécessairement un temps perdu. Alors là, je fais évidemment un peu caricatural, hein. On voit bien que le temps n'est pas totalement perdu, mais en déplacement, quand je téléphone ou quand je suis dans le train que je travaille, mais si on regarde quand même globalement, quand je suis en voiture, je ne fais pas grand-chose d'autre que conduire, et quand je suis dans un train ou dans un bus, il y a du monde autour de moi, et l'espace des possibles quant aux activités que je peux exercer est quand même extrêmement limité. Demain, dans un véhicule autonome, en particulier si je suis tout seul, je peux faire beaucoup de choses. S'il est aménagé en bureau, s'il est aménagé en lit, comme on l'a vu tout à l'heure, qui se déplace, je peux dormir, je peux faire beaucoup de choses. Et donc la notion d'un côté de mobilité, qui est une activité en tant que telle, et de l'autre d'immobilité ou de sédentarité qui est un autre monde, tout ça devient voilà, une seule et même entité. Il y a un continuum qui se crée, on n'arrive plus à faire la différence. Et donc le fait d'habiter la mobilité, d'habiter le déplacement, qui est le thème d'aujourd'hui, va complètement changer. Et donc une vraie question qui se pose, c'est est-ce que le véhicule autonome ne va pas, dit sur un ton humoristique, être ou créer la seconde mort de Xavi. Alors pourquoi la seconde mort? Xavi est mort en 1983 en tant qu'être humain. Mais est-ce que la loi de Zahavi, ce qu'on appelle la loi de Zahavi, le fait qu'en gros, en moyenne, on passe 1 heure dans les transports pour se rendre à sa destination, ne va pas disparaître? Et est-ce que les temps de transport ne vont pas augmenter dans des proportions qu'on a du mal à calculer, qu'on ne sait pas calculer d'ailleurs aujourd'hui, mais on a bien l'impression que ça va se passer. Et l'hypothèse aujourd'hui rationnelle, c'est que oui, ça va augmenter. Alors il y aura forcément des limites, puisque, on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, la mobilité n'est pas qu'un déplacement pour aller de A à B, c'est aussi des programmes d'activité, des activités à destination qui font que quand on enchaîne ces activités, à un moment donné, on a des contraintes, on ne peut pas passer toute sa journée dans un véhicule, mais quand même, un temps de trajet d'1 heure pour aller au travail qui me semble long, demain, il est fortement possible qu'il y ait un temps de trajet d'1 heure et demie pour aller au travail, ne me semblera pas long, parce que j'aurais pu profiter de ce temps de transport pour faire beaucoup d'autres choses, pour pédaler sur un vélo d'appartement, pour regarder un film, pour vraiment travailler, enfin rendre mon temps productif. Alors, tout ça c'est intéressant parce que finalement, entre ce que je viens de dire tout de suite et puis l'étude de l'OCDE et la vision globale assez partagée du futur de la mobilité avec les véhicules autonomes, il y a un gros gap, voilà, il y a un gros décalage qui est lié au fait que justement on va pouvoir habiter le déplacement. Et donc, c'est de ce genre de décalage ou finalement d'informations qui sont manifestement pas suffisamment justes pour être solides, et donc toutes les conclusions qu'on a vues tout à l'heure, elles n'ont que l'intérêt de la mécanique des fluides, la baisse de la circulation, le parking, etc. Voilà, on voit bien que ça ne va pas marcher comme ça. Et ce que vous racontez dans le Voilà. livre, c'est drôle, c'est très lisible. C'est-à-dire que le récit, justement, de toutes ces théories les plus angélistes, les unes que les autres, avec les contradictions, c'est une première partie du bouquin qui se déguste avec beaucoup de plaisir et quelques moments de rire, je dois dire. Alors c'est effectivement voilà, ce genre de discussion qu'on a eu avec Jean-Pierre Orfeuille, où on s'est dit quand même, il y a deux choses dans tout ce qu'on dit sur les véhicules autonomes qui nous manquent. La première, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'analyses qui sont faites sur des bases non scientifiques, pas solides. Donc ce qu'on raconte voilà, n'a pas de valeur ou que très peu de valeur, un. Et puis deux, avec ce que je viens de dire, on voit aussi déjà tout de suite que la mobilité ou le véhicule autonome ne peut pas être analysé de façon monodisciplinaire. Zahavi, finalement, ce que ça nous dit, c'est que la mobilité quotidienne et la mobilité résidentielle sont deux objets à la fois en compétition et complémentaires. C'est-à-dire que si on facilite ma mobilité, je vais aller travailler plus loin ou habiter ailleurs. Et donc, on voit bien que l'urbanisme, la localisation des gens, des bâtiments, est liée à la mobilité. La mobilité façonne la ville, se co-construit avec la ville. Et donc, voilà, l'ambition qui a été la nôtre, à la fois modestement et avec beaucoup de passion, avec Jean-Pierre, on s'est dit, on va essayer de faire deux choses. C'est de proposer une méthode d'analyse, un cadre d'analyse des véhicules autonomes, en se disant quelles sont les dimensions à regarder pour être complet et justement pas oublier un élément important qui rendrait le raisonnement bancal. Et donc il y a 5 grands domaines qu'on propose de regarder, que je vais citer rapidement tout de suite. Et puis au sein de ces 5 grands domaines, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, et du coup sur quoi on doit s'appuyer quand on raisonne.
L'ambition, in fine, n'étant pas de proposer une vision de la mobilité, on a beaucoup de questions. D'ailleurs, la vision de la mobilité dépend très certainement des territoires auxquels ça s'applique. On voit bien qu'aujourd'hui, avec les mêmes voitures aux États-Unis et en France, on ne fait pas les mêmes villes. Mais voilà, sur quoi est-ce qu'il faut qu'on s'appuie pour raisonner le véhicule autonome, son arrivée, qui va effectivement créer une révolution parce que la mobilité va pouvoir être habitée. Alors, on propose donc un cadre, je le disais, en cinq parties. Ce que je vais faire ici ce soir, évidemment, je ne vais pas résumer tout le livre. Je vais évoquer ces cinq piliers et je vais vous donner un exemple de sujet qui mérite attention. Alors, le premier, c'est la technologie. Alors, même si on va peu parler de technologie globalement, c'est quand même important parce que sans technologie, il n'y aura pas de véhicule autonome. C'est bien un certain nombre de progrès récents qui ont été faits qui permettent de parler de véhicules autonomes aujourd'hui, et on aborde plein de sujets comme la question des coûts, ce qu'on pourra faire à quelle date. Ce que je souhaite souligner ici ce soir, c'est que parmi les sujets liés à la technologie qui méritent attention, c'est la question de la qualification du véhicule autonome. En gros, quand on parle de véhicule autonome dans la vie de tous les jours, on sait globalement... Pardon, je vais trop vite. Non, alors, pardon, parce que l'écran ici est agrandi. Quand on parle de véhicules autonomes aujourd'hui dans la vie de tous les jours, on ne sait globalement pas de quoi on parle. C'est-à-dire que il y a à la fois des niveaux d'autonomie qui ont été définis, évoqués plus tôt dans la journée, où globalement il y a un niveau 0 où le véhicule n'est pas autonome du tout, et il y a un niveau 5 où le véhicule est complètement autonome, il peut aller partout. Mais même cette vision, on se rend compte, n'est pas suffisante pour qualifier l'objet. Il faut la regarder à deux dimensions, ce qu'on propose ici. Il faut regarder à la fois ce que la technologie peut faire, et il faut aussi considérer les cas d'usage, où mon véhicule peut aller. Et globalement, vous avez sur ce schéma, donc en horizontal, ce que la technologie peut faire, elle est de plus en plus sophistiquée, et en axe vertical, les cas d'usage, en gros, est-ce que le véhicule peut aller partout, ou est-ce qu'il est limité à certains donc endroits ou certaines conditions. Et ce qu'on voit, c'est que ce dont tout le monde rêve, le véhicule autonome à terme, c'est ce que j'appelais en haut à droite là, le niveau 5 d'autonomie totale, c'est le véhicule qui peut aller partout et qui peut tout faire. Et ce qu'on voit sur ce schéma, c'est qu'il y a... obéit à moi. Et qui m'obéit à moi, exactement, et qu'il y a deux façons principales pour y aller. Il y a la voie horizontale, qui est la voie globalement des constructeurs, où ils vendent des véhicules qui vont partout, tout le temps, qu'il pleuve, qu'il neige, et qui petit à petit ont des technologies de plus en plus sophistiquées. Et puis il y a aussi une voie verticale, où les véhicules sont totalement autonomes depuis le départ, sans volant, sans pédale. Par contre, aujourd'hui, ils sont capables d'aller que dans des endroits limités, des cas d'usage simples, et petit à petit, vont dans des endroits de plus en plus complexes. Et puis après, il y a toute la surface au milieu. On peut imaginer, c'est mon exemple là du camion C, un camion qui serait capable d'être complètement autonome sur l'autoroute, et dès qu'il arrive en ville, il faut reprendre le volant. Et donc on est sur tous ces systèmes hybrides. Voilà. Je ne vais pas y passer trop de temps qu'on n'a pas ce soir, mais vous voyez bien que globalement, si on ne rentre pas un peu dans la technologie, on ne sait pas de quoi on parle, et qu'il est absolument indispensable de le faire pour éviter les malentendus. Ne serait-ce qu'à la question quand est-ce que ça arrive, je ne sais pas de quoi on parle. Voilà. Alors, deuxième sujet, les règles. Parce qu'une fois que la technologie te permet de faire des choses, la prochaine question, c'est ouais, mais qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec, Et on voit bien que se posent des questions d'homologation. Aujourd'hui, les véhicules autonomes, il y a des technologies qui existent qui ne peuvent pas aller dans la rue puisqu'elles ne sont pas autorisées. On voit bien qu'il y a des questions de code de la route, de code de la rue. Alors, j'ai choisi un autre exemple ce soir que les questions d'homologation ou de code de la route pour évoquer le sujet. Un sujet qui est probablement plus anecdotique et en même temps pour plus stimulant intellectuellement pour une fin de journée, qui est celui de l'éthique. Alors, vous voyez des rails sur mon image. Je vais vous parler du dilemme du trolley. Alors, du trolley parce que c'est un dilemme qui est d'origine anglo-saxonne. C'est le dilemme du tramway. Et la question se pose en ces termes. Vous imaginez qu'un tramway fou qui ne peut pas s'arrêter sur une voie ferroviaire, vous êtes à un point où les voies se séparent, et si vous ne faites rien, le trolley va tout droit et va tuer 5 personnes qui sont en train de travailler sur des voies qui n'auront pas le temps de voir le trolley arriver. Et si vous actionnez les appareils de voie, le trolley va changer de voie et ira sur l'autre voie où là une personne travaille et sera tuée. Et donc la question c'est est-ce que vous ne faites rien ou est-ce que vous activez l'appareil de voie pour ne pas tuer 5 mais tuer une personne. Alors c'est évidemment une question morale, philosophique qui mérite de longs développements et qui n'a probablement pas de bonne réponse. Ce qui est intéressant, c'est que ce sujet qui était un peu théorique, qui date du siècle dernier, devient extrêmement pratique dans le cas des véhicules autonomes. Même sans imaginer de changement de direction,
Si vous avez un véhicule autonome qui détecte à la dernière minute quelqu'un qui est en train de courir, qui était caché par un camion garé, est-ce que, alors si le véhicule, on imagine que c'est un bus comme aujourd'hui dans lequel les gens sont debout, est-ce qu'on demande au bus de freiner au maximum de ses capacités au risque de tuer ceux qui sont dedans, ou on dit au bus de freiner uniquement à la vitesse admissible pour ne pas blesser les gens qui sont à l'intérieur, au risque de tuer la personne qui est dehors? Et c'est une question extrêmement pratique aujourd'hui. On voit bien que c'est compliqué d'y émettre une recommandation claire. Il me semble qu'un constructeur allemand avait donné la réponse et puis finalement a dû faire un peu machine arrière. Alors exactement. Alors la seule entreprise aujourd'hui qui s'est prononcée sur ce sujet, c'est Mercedes, et qui a dit, moi, tous les véhicules autonomes que je vendrai, je protégerai d'abord et avant tout les gens qui sont à l'intérieur. Et ça, ils l'ont dit il y a 2 ans. 2 jours plus tard, ils ont dû faire marche arrière, parce qu'il y a un tollé, évidemment. Comment vous, Mercedes, osez privilégier les gens des riches propriétaires de vos véhicules comparé à tout à chacun dans la rue? Du coup, par conséquence, l'Allemagne est le premier pays aussi qui a commencé à émettre des recommandations sur ce dilemme du prisonnier. On attend les autres pays. Et donc a émis 2 premières recommandations. Alors elles sont encore assez légères, mais il y a des groupes de travail qui continuent en Allemagne. Et la première recommandation est de dire le choix ne pourra pas se faire pour des questions de race, d'âge, de sexe, de religion, etc. Donc ça ne peut pas être lié, une personne est une personne. Voilà. Mais on voit bien qu'on n'en est qu'au début de l'histoire. Alors, une fois qu'on a des règles, la question qui se pose, voilà, donc on a un véhicule, un objet technique qui est autorisé, et quels usages on peut pouvoir en faire. Alors, là se pose notamment la question des véhicules partagés ou pas, que j'ai évoqué tout à l'heure. Et on sait que les choix modaux et les choix de transport sont liés à plusieurs paramètres. Il y a évidemment combien ça coûte, le facteur financier, le temps passé dedans. Ça dépend également du confort. Il y a une question de l'expérience du transport. Et puis il y a une 4e catégorie qui est extrêmement importante également, qui est celle de l'aspect social. Quelle image je donne de moi quand je me déplace dans un véhicule plutôt qu'un autre. Et donc, vous avez vu dans ce que j'ai dit au départ que la vision encore majoritaire aujourd'hui, c'est que les véhicules vont être globalement partagés. Alors là aussi, je vais être court, mais cette vision, elle a probablement des arguments, au moins au départ. Le véhicule autonome sera plus cher que le véhicule classique, et donc le partager permet de réduire les coûts. Par contre, rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, dès que le véhicule devient autonome, je gagne du temps, mon temps devient productif, et dans les sociétés développées, plus on est riche, plus le temps individuel vaut cher. C'est ça qu'on essaie d'économiser plus que son argent. Et donc on voit bien que quand on est tout seul, on peut faire beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire quand on est à plusieurs. Et donc il y a quand même une vision de la mobilité qui est une vision de la mobilité autonome individuelle pour ces raisons-là. En tout cas, s'il n'y a pas de réglementation qui le contraint, quand les véhicules ne seront pas chers, il y a beaucoup de raisons de penser que les véhicules ne seront pas partagés. Alors, les usages que moi j'aimerais faire du véhicule sont évidemment aussi à considérer dans une vision qui est plus large, qui est celle des systèmes et services. Le véhicule autonome n'existe pas comme seul mode de transport. Il y a plein d'autres modes tout autour de lui, les modes doux, marche à pied, les véhicules classiques pendant son hôte encore beaucoup de temps. Et puis les services qui vont être offerts. Un véhicule n'est qu'un moyen d'offrir un service. Et là aussi, alors un mot sur chaque élément, si le temps le permet encore. Je crois qu'on a jusqu'à 21h30. Je peux continuer parce que après je vois ce que ça veut dire quand on doit faire la ville. Je vais très vite. Donc sur l'aspect système de transport, là il est intéressant de se poser la question de la fluidité du trafic. On rajoute un nouveau véhicule à moteur sur les routes, et on voit bien que l'automatisation, quand tous les véhicules seront autonomes, ça permettra notamment par exemple à tous les véhicules de démarrer en même temps au feu, et donc d'optimiser les flux. Ce qu'on sait aussi, c'est que quand on mélange des véhicules autonomes avec des véhicules classiques pendant un certain temps, la circulation est pire. On voit bien d'ailleurs avec Waymo qui commence à Phoenix aujourd'hui, ça roule moins bien quand on mélange. Alors là se posent de vraies questions, c'est-à-dire que pour atteindre un bénéfice à terme qui n'est pas encore certain, combien d'années on est prêt à investir en circulation plus compliquée? Voilà, il y a des questions qui sont aujourd'hui ouvertes. Et puis la question des services est importante aussi. Le véhicule autonome fait partie d'une des révolutions du monde dans lequel on vit, révolution numérique. Ces technologies l'ont permis.
Ce qu'on constate, c'est que les nouvelles technologies d'aujourd'hui ont permis beaucoup de choses, et notamment de créer de nouveaux modèles d'affaires, de nouveaux business models. Et que le fait d'imaginer que le véhicule demain autonome sera utilisé comme la voiture d'aujourd'hui, où je l'appelle et je paye son coût kilométrique, hein, que ce soit dans un VTC, un taxi, un transport public, même s'il y a des subventions, globalement, je paye le coût modulo une subvention publique. Demain, on pourrait imaginer des modèles d'affaires très très différents. Aujourd'hui, quand je vais chez un commerçant du centre-ville, parfois il me paye mon parking pour m'inciter à y aller. Demain, il ne payera peut-être plus mon parking, mais mon trajet en véhicule autonome, ce qui m'incitera d'ailleurs à le faire plus long. Il n'est pas impossible que la mobilité autonome soit, dans certains cas, sur certaines aires, gratuite, parce que c'est les destinations qui paieront le trajet pour les atteindre dans une logique concurrentielle. Et le dernier élément, évidemment, ce sont les territoires. Puisqu'une fois qu'on parle du système de mobilité, on a vu que le système de mobilité a un impact sur les territoires, que la mobilité quotidienne et que la mobilité résidentielle sont deux éléments complémentaires. Et donc se pose la question de nos villes. Et si on passe plus de temps à se déplacer, évidemment, tous les phénomènes qu'on connaît déjà aujourd'hui et qui ont notamment été amplifiés depuis quelques dizaines d'années avec la voiture vont continuer et probablement à une vitesse retrouvée. Les phénomènes d'étalement urbain, les phénomènes de ségrégation sociale et autres liés à la voiture et à la mobilité facilitée. Ce qui nous amène à cette proposition en 4 piliers. Quel est l'acronyme ? Voilà. Alors, c'est à la fois voulu et pas voulu. C'est-à-dire que, effectivement, on part bien d'une technologie qui permet de faire des choses parce que les règles le permettent et des usages voulus dans un système complet de transport qui est lui-même un système complet de territoire. Il se trouve que ça fait trust, ce qui est un mot auquel on tient aussi, puisqu'il y a tellement de promesses qui sont faites aujourd'hui, qui sont des fausses promesses, qui vont arriver à des désillusions. Il y a tellement de fake news en plus un peu partout que une de nos convictions aussi, c'est que si on veut réussir le véhicule autonome, qui a quand même, j'aurais pas une image négative, qui apporte énormément, qui permettra de faire des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui et qui permettra à des personnes âgées qui n'ont plus accès à la mobilité de la retrouver, à des gens qui sortent le soir et qui hésitent, et qui finalement prennent quand même leur voiture et qui ont des accidents. Donc on voit bien qu'il y a des vrais bénéfices sociaux en termes de sécurité, c'est évident, en termes d'accès à la mobilité, c'est évident. Mais on voit bien que les désillusions sont extrêmement fortes si la confiance n'est pas là. Et donc voilà, l'analyse est trust. Je dirais un dernier mot pour dire que j'ai décrit évidemment le système dans le cadre de l'analyse de technologie à territoire. Quand on veut passer à l'action, le modèle s'utilise à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question de quelle ville on veut, quelle ville on veut. Voilà. Et ça, c'est une question sociale, une question politique, pour reprendre ce que disait Michel, entre les mains des citoyens et aussi des collectivités locales, qui ont un rôle extrêmement important à jouer. Et en fonction du territoire qu'on veut, on imagine le système de mobilité qui va avec, et donc quels usages de mobilité, quelles règles il faut mettre en place, et du coup, quelles technologies doivent être développées en priorité pour atteindre ces objectifs. Voilà. Si vous voulez en savoir plus... Voilà, dans les meilleures librairies, chez Descartes et compagnie, et même chez les libraires en ligne. Alors, moi, que du bien à dire sur cet ouvrage en disant qu'il est utile aussi bien pour ceux qui s'intéressent à ces technologies, pour ceux qui s'intéressent aux mobilités, pour les citoyens qui voient arriver des questions qui sont liées à l'intelligence artificielle, à l'utilisation de nos données, aux enjeux écologiques, évidemment, aux collectivités locales, pour lesquelles il est temps de prendre son temps, puisque finalement, si j'ai bien compris, le véhicule autonome niveau 5 partout qui se substitue aux autres, c'est pas demain matin. Ça laisse un tout petit peu de temps pour prendre le temps de réfléchir et le temps de construire quand même une politique et une vision. Alors, pour un aménageur, pour un urbanisme, pour quelqu'un qui fait de l'espace public, pour quelqu'un qui pense la ville de demain, c'est en même temps un petit peu effrayant parce que en gros on te dit dessine-moi la route de demain, mais est-ce qu'on aura besoin de route, dessine-moi les espaces de demain, et puis peut-être que ça va provoquer d'étalement urbain, mais peut-être pas, etc. Donc Carles Siop, Carles est architecte, urbaniste, tu enseignes, on a parlé beaucoup de pédagogie d'ailleurs, de comment cette question du véhicule autonome comme catalyseur est devenue un révélateur aussi de pédagogie pour penser l'avenir. Et puis en même temps, tu as une activité dans une agence
d'urbanisme et d'architecture, et tu fais partie de l'équipe sélectionnée pour réfléchir, par exemple, à l'avenir des autoroutes du Grand Paris. On a dit, bah voilà, demain, les autoroutes, est-ce qu'il faut qu'elles soient privées, est-ce qu'elles soient publiques, est-ce qu'il faut qu'elles soient connectées, est-ce qu'il faut qu'elles soient multimodales, est-ce qu'il faut qu'elles soient des boulevards urbains et non plus des autoroutes. Et puis on va y mettre du véhicule autonome et il faut penser la ville de demain avec tout ça. Donc, donc comment on fait le minestrone, Carlos? Bon, honnêtement, je dois dire que tout ce que j'avais pensé avant de cette journée intense, dense, de tellement richesse, je vais expliquer tout à fait des choses différentes. La première, je ne peux pas m'empêcher de faire un éloge de la voiture traditionnelle. Et je vous amène 3 slides, et peut-être vous vous y reconnaissez. La première s'appelle « Découverte ». Papa arrive avec un Seat 600, le petit 500 en la version espagnole, et tous les cousins, on monte 12 dans un 600 et on s'en va avec les cannes à la pêche à 15 km dans un endroit qu'on n'était jamais y allé. On a découvert notre territoire de proximité grâce à cette voiture qui est arrivée grâce à mon oncle qui était riche de la métropole. Il lui a prêté à mon papa ce magnifique dispositif pour reconnaître notre territoire. Découvert. Deuxième slide. Et maintenant, je voudrais faire aussi l'éloge du livre de Jean-Pierre « Je suis l'automobile ». Non, je pense que c'est un livre magnifique. Je suis l'automobile. Les éditions de l'Aube. Oui, qui nous parle, l'automobile qui quasiment parle. Épuisé. La deuxième, on pourrait l'appeler émancipation. Nous, dans mon milieu, donc environnement social, à moi, quand j'étais jeune, à 18 ans, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il y avait le désir et le plaisir, peut-être, si tu avais un parent, si ton grand-père il était bien positionné, on t'offrait une voiture. Non? Et donc, il est arrivé, pas moi j'étais le fils petit, dont mon frère, il a eu la chance à 18 ans d'avoir un 2 chevaux, non? Un Citroën 2 chevaux. Hostia, excusez-moi l'expression, hein? Mais ça, c'était l'émancipation, parce que mon frère, il est parti avec sa fiancée, et moi, j'étais absolument désirant de faire les mêmes. Donc, j'ai rêvé l'émancipation avec la voiture, et je m'en fous dans ce moment si c'était autonome ou pas. Non, je rigole un peu. Hein. Donc, la deuxième slide s'appelle émancipation. La troisième slide s'appelle maturité. Un jour, vous prenez un taxi, il y a 3 possibilités. Le taxiste commence à parler et vous désirez qu'il tait. La deuxième possibilité, le taxiste, il commence à parler et vous commencez à interagir avec lui, et du coup, dans les trajets, la ville, Barcelone, à l'aéroport, il vous apprend tout. Il peut vous parler où je suis arrivé à Zaragoza, il m'a raconté la General Motors, la transformation de la ville, les véhicules autonomes. Je suis arrivé à faire la conférence et je racontais ce que m'a raconté le taxiste. Ça, c'est un hyper lié, absolument. Non, parce que c'est... Mais un jour, un taxiste, il me dit, moi, j'habite un micro-monde. Vous devrez imaginer les histoires qu'ils me racontent les gens qui viennent dans mon taxi. Moi, je suis absolument fortuné. J'ai la fortune, j'ai la chance, parce qu'ils me racontent tout. Moi, je suis un psychologue, en même temps, je suis un médecin, en même temps, je rêve, je pourrais faire un roman. Non, donc, le taxi, il est un microcosmos dans lequel il fait un personnage, parce qu'il joue plusieurs fois. Ces 3 slides me font penser que si chacun de nous, dans nos environnements, dans nos milieux, on se raconte en fait qu'est-ce qu'il se passe si j'habite à Ivry, si j'habite à Nanterre, ou si j'habite au Verbier, ou si j'habite à l'Hospitalet de Llobregat, ou si j'habite à la Castellane à Marseille. Si chacun il raconte son histoire de la mobilité, ça fait qu'il y a tellement une pluralité de situations phénoménologiques et en même temps pratiques. Parce que si quelqu'un il passe des heures, il faut payer, non, il dépense je ne sais pas combien d'argent,
Ça veut dire qu'on comprend bien que la mobilité et aussi les voitures autonomes et tout ça, c'est une fenêtre ouverte, c'est une proposition révolutionnaire. Et maintenant, je vais jouer un peu, peut-être véhémentement, à dire véhémentement, avec véhémence, je vais jouer le rôle de dire il faut être absolument, comment dire, ouvert à ce que nous proposent les nouveaux types de mobilité, même voire la voiture autonome. Pourquoi? Parce qu'avec les voitures autonomes, peut-être avec la mobilité autonome, peut-être avec les systèmes de mobilité que Yann il vient de raconter, on va faire ce que Michel Lisseau il nous proposait à la matinée quand il disait la voiture était de la famille. Non, il a dit l'affinité. Peut-être on est en train de chercher quelque chose qu'on ne connaît pas trop bien, mais qu'on a expérimenté avec la voiture traditionnelle, qui est devenue de la famille et qui nous a accompagnés à tout un processus de transformation de la vie. Ça ne fait pas tellement d'années. Et donc, il a accompagné aussi la transformation de la ville. Et je ne peux pas m'empêcher de dire, c'est dommage, hein, parce que quand on dit pays, paysage, quand on dit personne, personnage, il y a toute une profondité, évolution du mot. Quand on dit ville, village, il semble qu'il y a un processus on rétrocède et on perd la condition de village. Mais alors je dis, écoute, la réponse d'un urbaniste, d'un aménageur, c'est justement ça. Il faut, peut-être, c'est trop prescriptif, non? Mais peut-être il faut changer pas la ville. Ce qu'il faut changer, c'est la pensée sur la ville. C'est changer la vie et la façon que nous traitons la métropole centrale, non, dans l'enceinte des tiers, et la métropole, la deuxième couronne, la troisième couronne. Non, et peut-être il faut penser comme, pas la mégalopole, je déteste la mégalopole, je déteste la méga-région, parce que ça veut dire rien, c'est la quantité. Mais si on l'évalue du point de vue de la qualité, c'est peut-être une fédération des quartiers. Non, peut-être, je suis un peu boniste, hein, mais dans ce sens, c'est un changement de paradigme politique. Et là, on joue comment faire qu'on change avec les infrastructures, avec les dispositifs, comment est-ce qu'on change une réalité d'inégalité qui a été créée, bien sûr, parce que la ville centrale s'est éparpillée, s'est étendue, parce qu'il y a les besoins, les désirs, mais en même temps parce qu'il y a une question qui est très claire. C'est le prix du foncier, c'est la capacité d'accession au logement, et donc c'est aussi la ségrégation sociale qui provoque aussi la mégalopole et tout ce type de prévisions urbanistiques. Alors, comment faire? Moi, je dis, point 1, hypothèse de transformation radicale pour faire le ménage, pour aménager les territoires. Faire le ménage. Et faire le ménage, ça veut dire qu'il faut avoir confiance avec aussi la planification. Par exemple, dans le cas du Grand Paris, les GPR, ce n'est pas seulement une infrastructure qui fait le 8. Les GPR, ça doit être, à mon avis, mais ça, ce n'est pas moi qui va le faire, ou même mais le GPR, il devrait changer l'échelle d'une ville centrale, non, vers une ville qui étend, non, qui est large, la centralité. Donc, aménager les territoires, puis je pense que la bonne nouvelle des hyperliés mobiles, c'est que c'est un catalyseur pour accompagner un processus de transformation, soit sur la technologie, je reprends le trust, soit sur la technologie, soit sur les usages, soit sur même les règles. Non, et donc, accompagner avec ce dispositif d'hyperliés mobile, accompagner comment est-ce qu'on fait la prise de décision d'agir, c'est pas Bill Juif, Bill Pent, non, avec Saclay, avec les hubs comme place territoriale qui doivent changer l'organisation du mouvement et donc la logique du déplacement, la logique de la desserte, la logique aussi des services qui se créent autour des infrastructures urbaines. Moi, le mot parking relais, je vous propose à vous tous, les grands comme porteurs prenants de l'urbanisme ou la politique française, changer le mot parking relais au park and ride. Un parking, c'est un espace où l'on peut échanger, où l'on peut construire, où l'on peut partager, densifier avec services, où l'on peut connecter avec les grands tracés de la voirie, sur les forêts, sur les jardins, sur les parcs du Grand Paris. Donc un parc relais, c'est plus rien.
Un parc relais doit être un parking au moins service, une place territoriale. Et ça, on le fait avec les infrastructures, avec les projets et avec les investissements. On peut faire 32, 48 hubs à Paris. Non, on va en faire au moins 7, 8, mais il faut voir comment la centralité rayonne et comment on choisit quels sont les territoires dans lesquels, un peu comme tu sais, comme ce qui dit, si tu mets une cuillère de café, non, dans une verre, tu la bois. Si tu mets la cuillère dans un baignoire, tu la bois un peu. Si tu mets la cuillère, non, de café soluble dans la mer, tu ne la bois pas. Donc, dans la mégalopole, il ne faut pas essayer de construire des transformations radicales du tout, c'est rien. Il faut choisir quels sont les points catalysateurs, donc les hyperliés mobiles, avec ce type d'essence qui ne sont pas seulement les voitures ou l'habiter le mouvement et tout ça, mais aussi les infrastructures qui soutiennent le mouvement. Ça doit aider aussi aux transformations de l'espace physique. Il y a 3 mots-clés. Connexion. La connexion, ce sont les réseaux tangibles. Ce sont les routes, ce sont les autoroutes, ce sont les rues, la connexion. La connectivité. La connectivité, ce sont les rapports, les relations, c'est ce qu'on fait. Et puis la nodalité. Ce sont les 3 mots-clés, à mon avis, connexion, connectivité, nodalité, pour provoquer des changements qui agissent en même temps sur le physique matériel et en même temps sur le matériel, donc sur les questions de gouvernance, de technologie, de rapports, donc catalysateurs. La 3e question, c'est, je pense qu'il y a un engagement écologique. Bien sûr, ce que Yann vient de nous montrer, ça nous pose en garde dans le bon sens. Dans le sens de dire, est-ce qu'on va diminuer le nombre de voitures? Si on ne diminue pas le nombre de voitures, on n'est pas engagé dans un compromis écologique vers ce qui se passe dans la planète. On a dépassé plus de 10 indicateurs sur le nitrogène, sur la perte de biodiversité, sur plein de choses. Donc, bien sûr, dématérialiser. Je ne me rappelle plus le nom du monsieur qui était là, qui nous a montré le nombre de tonnes, tu vois, il a donné des données. Michel Savy. Bon, bref, la question c'est un engagement écologique. Et l'écologie, ce n'est pas seulement la question de l'amélioration de la trame verte ou la trame bleue au sens générique, c'est l'écologie, ce sont les logiques de l'habiter. Et donc, habiter le mouvement, faire tout ce que... Bon, ce matin, quand tu disais, oui, je vais profiter, quand je vais travailler au Chicago, de faire la bicyclette, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est aussi disruptif. La question, c'est, nous tous, ça c'est aussi un peu boniste, on pourra faire ça. Il y aura quelques-uns qui pourront faire beaucoup et les autres qui pourront faire rien. Les maires de Tanger, non, au Maroc, dans un débat qu'on a eu, un jour, on parlait de ça et il a dit, écoutez, nous, on va faire ce que vous avez fait avec les voitures. On va acheter, on va planer notre territoire des voitures traditionnelles. Ne nous dites pas, ne faites pas ça, parce que vous l'avez fait, et donc nous allons faire peut-être ça, mais on va essayer de le faire un peu mieux. Non, peut-être avec des questions écologiques. Et juste pour finir, parce que ça serait trop long, à mon avis, hyperlien mobile, ça nous pose aussi une question aussi très anthropologique, c'est la question du temps. Gagner du temps, économiser du temps. Même les Grecs, il avait plusieurs mots pour nommer le temps. Non? Je pense qu'on a une trahison, une trahison sur la question des temps. Les voitures autonomes, les hyperliés, tout ce type de choses doivent permettre que plusieurs gens, plusieurs personnes ont fruit du temps, on a la possibilité de gérer le temps autrement. Les Grecs, ils avaient 3 mots, kairos, chronos, kairos, aion. Et si on disait aion, c'était le bonheur d'être libre le sacrifice de l'horloge, de la montre. Donc je pense qu'il y a aussi une dimension de dire comment, avec ce type de nouvelles technologies, on arrive à fournir à plusieurs personnes, c'est là aussi où la démocratie doit se manifester, comment est-ce qu'on peut faire beaucoup mieux ce qui est partageable dans un sens de milieu, de lieu, de lien, parce qu'en fait, tous ces mots
qui sont magnifiques, milieu, lieu, lien, ça nous ramène à un mot qui est aussi les communs, la communauté. Et être communauté dans ces moments, dans les mégalopoles, encore c'est plus important, parce que c'est plus difficile de sentir l'adhésion, le copartage, non, la responsabilité, la co-responsabilité. Bon, je m'arrête. La question de l'écologie. Oui. Bon, j'ai dit que je voulais être nostalgique de la voiture et en même temps faire l'éloge, mais en même temps être boniste pour dire il y a une bonne nouvelle derrière ça. Alors la bonne nouvelle, c'est que le débat reste ouvert d'une certaine manière. C'est que peut-être que tout est possible, que tout est très bien, qu'il y a un défi absolument considérable pour faire la différence entre le vrai du faux, les possibles, avec un défi considérable pour les différents acteurs. C'est-à-dire, quand on parlait de transporteurs publics, il y a un vrai défi qui est comment proposer de fabriquer des lieux d'interaction qui soient collectifs ou qui soient où on est d'une sociabilité et non pas se réenfermer dans des formes d'insociabilité comme en parlait Michel Dussault. Il y a un vrai challenge économique, etc. Il y a aussi un défi pour les villes, parce que je pense qu'on ne va pas résoudre le problème ce soir, mais je propose qu'on organise un prochain débat sur et qu'est-ce qu'on en fait, comment on la dessine cette ville avec ses hyperlieux, avec ses véhicules autonomes, avec ses scénarios qu'on nous raconte, et comment on la dessine, je veux dire, non pas sous la commande du marketing et des acteurs qui veulent nous vendre à toute force leur dispositif, mais avec, les acteurs citoyens. Et puis, c'est un défi pour nous, pour chacun d'entre nous. Le défi, c'est peut-être d'être productif, ou en tout cas de faire de son temps ce qu'on veut, c'est-à-dire comme on veut, quand je veux, où je veux, c'est-à-dire parfois productif, parfois le charme du temps perdu, parfois le sommeil, etc. Il nous reste exactement 5 minutes. On a encore un peu chargé la barque, hein, parce qu'on a eu 4 exposés très denses et très, très forts. S'il y a un commentaire, un regret, c'est à vous. Voilà, je pense que une petite question de Pascal Enfou, qui a exactement 3 minutes. On te propose même, d'une certaine manière, de conclure. Alors, avant puisque je crois qu'à 9h30, le Facebook se termine. Et puis, donc, avant que tu termines, je vous remercie. Je vous renvoie effectivement au livre de Yann Le Riche et Jean-Pierre Orfeuille, Piloter le véhicule autonome au service de la ville, aux éditions Descartes et compagnie, en librairie, dans toutes les bonnes librairies, à partir du 7 mars. Quelques bonnes feuilles commencent déjà à circuler. Je rappelle, Hyperlieu, la géographie de la mondialisation, c'est Michel Dussault et c'est au Seuil. Quelques catalogues chez les éditions Actes Sud, des Minnie Mouse et des cabanes de Fiona Meadows, et puis quelques ouvrages que nous avons fait ensemble, notamment les passages Espace de transition pour la ville du XXIe siècle, qui était aux éditions Actar. Merci à tous. Rendez-vous pour continuer ce sujet, c'est pas terminé. Et puis Pascal, tu nous interroges, mais tu as 3 minutes et on ne te répondra pas. Oui, tu auras le dernier mot. C'est une remarque qu'un questionnement, mais je trouve que ce qu'a dit Carlos à la fin, enfin, avec la distinction des les trois temporalités grecques, quoi, le chronos, le kairos et l'aion, me semble une vraie clé, en fait, mais très pragmatique. Et pour dire en particulier des pièges dans lesquels tombent tous les raisonnements qui s'appuient vraiment sur des représentations techniques des choses, sur la représentation de l'usage en particulier, qui est très très compliqué. L'usage, c'est tout un... enfin, dire l'usage, c'est tout un travail, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe qu'une fonction, quoi. Et je pense que l'usage... c'est une très bonne idée peut-être de dire ce sont 3 rapports au temps, mais qui sont toujours conjoints, qui sont toujours simultanés, et que c'est une question de point de vue, où je prends le temps chronos, et à ce moment-là, je peux gagner ou perdre du temps, par exemple, par tel ou tel type d'usage, dans telle ou telle situation, mais en même temps, j'ai un rapport au kairos, où je peux avoir un rapport au kairos, qui est le moment, qui est l'instant de création, qui est l'instant d'invention, l'instant de rencontre, qui est
qui est absolument de l'ordre de la création, et alors là, du vivant au sens le plus générateur du terme, et l'Ion dont tu parles, où tu es libéré, on est plus dans la dimension peut-être interactive et sociale, etc. Et pour moi, ça renvoie aussi à une clé, alors j'ai pas pu le dire tout à l'heure, mais sur la façon de se représenter la notion de mobilité elle-même, où je dis toujours, ces trois rapports à la fois. Dans la mobilité, il y a le rapport lié à la motricité, et motricité, c'est le moteur, donc c'est la dimension technique mesurable du chronos, justement. Il y a la mouvance, et la mouvance, c'est un terme qu'on va utiliser pour des mouvements de mouvement, pour des dynamiques qui sont collectives. Et donc c'est quelque chose qui désigne beaucoup plus le rapport justement interactif, qui crée des communautés, qui se mobilisent ensemble. La mouvance, c'est le banc de poissons, où le poisson, il est autonome, mais il suit le mouvement d'ensemble. Donc il y a un méta-mouvement, il y a une pensée d'une articulation des échelles entre des mouvements qui fait moment collectif, qui fait justement usage collectif, qui fait interaction, etc. Et le troisième terme, c'est l'émotion. L'émotion qui, en latin, c'est bien aussi la dimension mobile, etc. Et là, c'est le rapport sensible aux choses, et on est plus dans l'ordre du kairos. Et donc, je pense que voilà, il y a des trilogies de cet ordre-là qui permettent d'échapper complètement, à mon avis, au piège auquel n'échappe pas notre ami Michel Lusseau lorsqu'il dit je veux établir des tensions entre des choses, et ce sont toujours des dualités qui en fait sont des monades. Tandis que si on a ces registres-là, on arrive à s'obliger à penser les choses sur trois modalités dont on peut faire l'hypothèse qu'elles sont toujours coprésentes. Et à ce moment-là, s'interdire de ne raisonner que système technique, ou que ne raisonner que rencontre, obsession de qu'est-ce que le véhicule autonome va apporter socialement, etc. Ou que esthétique, dimension artistique, paysagère, comme il a été dit à un moment donné, etc. Mais comment est-ce que dans n'importe quel projet, que ce soit une notion de promotion de véhicules autonomes, d'urbanisation, de projets urbains, que le devenir, ce que tu proposais tout à l'heure, ou d'action artistique, que je m'oblige à penser les trois dimensions conjointement, peut-être avec des poids différents et des façons d'articuler ces trois dimensions différemment. Mais à mon avis, c'est à cette condition-là que on est dans du projet et plus dans simplement de l'analyse. Donc dans de la projection, et qu'on peut penser du futur et plus simplement être dans l'analyse d'un passé présent. Voilà. Chapeau, Pascal Enfou. Merci pour cette belle conclusion. Merci à tous et à bientôt.